Bonjour, je suis Amaury Leroux, chargé de marketing chez Rohde & Schwartz Cyber Security. Merci de votre présence à tous pour ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette présentation et nous espérons qu'elle répondra à vos attentes. Bienvenue donc pour ce webinaire intitulé « Comment gagner en agilité et en sécurité applicative avec les services managés dans le cloud ». Vous allez être en compagnie de Gilles Darpa, VP Sales chez Rohde & Schwartz Cyber Security, et de Goran Džumhur, qui vous présenteront les évolutions et tendances dans le cloud, la réglementation autour du cloud, notre WAF et une démo. Cette session est enregistrée, vous allez recevoir un lien dans la journée vous proposant le replay de la session. Pour la fluidité du webinaire, nous vous proposons de répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans l'onglet chat. Je laisse donc maintenant la main à Gilles qui va débuter cette présentation. Très bon webinaire à tous. Donc, bienvenue à tous. Donc, Gilles Darpa, je suis le directeur commercial de Rohde & Schwartz Cyber Security. Et donc, moi, je ferai la partie présentation sur les slides. Bonjour à tous, je m'appelle Goran Džumhur, donc je suis chez Rohde & Schwartz et c'est moi qui vais prendre en charge la partie démonstration sur Cloud Protector. Donc, c'est parti. Donc, on va d'abord commencer par la partie réglementation autour du cloud parce qu'il y a beaucoup de choses très floues, voire pas connues sur le sujet. Et la réglementation bouge très très vite et il va y avoir des choses qui vont arriver très prochainement extrêmement importantes. Alors on y va d'abord, commençons par les aspects marché. Les enjeux à relever pour accompagner votre transformation numérique, c'est extrêmement classique. C'est vous faites finalement du cloud pour accélérer votre time to market, réduire votre cycle d'innovation, produire des applications plus rapidement et donc être plus compétitif. Ça se traduit par quoi d'un point de vue technique? Donc, d'un point de vue technique, ça veut dire que vous mettez souvent en place de l'agilité, donc du Scrum, des méthodes agiles en général, et puis vous allez mettre en place surtout du DevOps, qui va avec l'agilité, où vous allez créer des équipes où le développement et les opérations sont proches, voire avec la sécurité intégrée. Une façon, qui est la façon, je dirais, d'un point de vue développement et d'un point de vue organisationnel pour le faire. Après, d'un point de vue technique, évidemment, vous allez tirer parti du cloud. Et parce que vous avez mis en place une équipe qui intègre le développement et l'Ops et la sécurité, vous allez être capable de monter en charge rapidement via de l'automatisation et tout ce qui tourne autour. Et l'objectif, c'est quand même de faire en sorte d'introduire la sécurité, et notamment parce que la réglementation vous y force, par exemple la réglementation RGPD sur les données personnelles, intègre le fait que vous devez faire du security by design, c'est-à-dire que la sécurité doit être intégrée dès le début du développement. Et donc, mis à part que la réglementation vous y pousse et vous y force même, il y a aussi le fait de trouver une faille au début du développement va coûter beaucoup moins cher que si on va la régler quand on est en production, voire pire, quand vos clients sont bloqués derrière, et là, il y a carrément des enjeux business. Donc, extrêmement classique. Qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue sécurité pour un RSSI? Bon, d'abord, les risques de sécurité augmentent. Là, rien d'exceptionnel, mais ils augmentent d'autant plus que je vais exposer de plus en plus d'applications qui étaient avant en client-serveur, en mode web, et encore d'autant plus que je vais les mettre sur des clouds, donc en dehors de mes propres infrastructures. Donc, je ne maîtrise pas la sécurité. Ensuite, il y a une autre préoccupation qui est cette fois-ci réglementaire. Là, on donne un exemple. British Airways, dont le site web a été attaqué et détourné vers un site pirate, s'est vu infliger par la National Security Agency, donc la CNIL anglaise, les Européens appellent ça des National Security Agency, s'est vu infliger une amende de 22 millions d'euros au titre d'RGPD. Bon, ça, c'était pour l'Angleterre, mais on pourrait citer en France Google qui a pris 50 millions de la part de la CNIL parce qu'ils n'ont pas respecté la politique de cookies, ou Carrefour parce qu'ils ont une rétention de données qui était beaucoup trop longue, ils ont pris 2,5 millions, je crois, 2,2 millions. Ça, c'est pour les plus connus, mais il y en a d'autres. Ensuite, le troisième problème qu'un RSSI, c'est qu'en fait, il ne trouve pas de compétences. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que trouver des compétences en cybersécurité, c'est compliqué ou très cher, ou les deux à la fois. C'est quand même des enjeux importants par rapport aux enjeux précédents du business. Ensuite, si on regarde d'un point de vue, cette fois-ci, attaque applicative et surtout attaque en général. Alors déjà, les attaques web ont augmenté de 800% en un an, donc ça c'est un grand classique, chaque année pratiquement. Deuxièmement, le nombre d'attaques, il ne faut pas oublier aussi que
la première attaque avant l'attaque applicative, c'est quand même le DDoS. Et surtout le DDoS réseau. Après, il y a le DDoS applicatif, mais souvent, c'est le DDoS réseau, hein, donc le fait de rendre votre site inaccessible. Et il y a quand même 15,4 millions d'ici 2023 d'attaques. C'est pas mal. Et puis, le troisième sujet, c'est aussi que les attaques DDoS, c'est 30% des attaques. Hein, 70% des attaques, c'est des attaques applicatives. L'injection SQL représente quand même les 2 tiers, les 70%. Puis après, il y a des attaques beaucoup plus sophistiquées auxquelles il faut faire face. Et en fait, et enfin en dernier, 55% des sociétés auront une stratégie cloud d'ici 2025. Le mouvement est réversible. Hein, donc, voilà. Et donc, non seulement le mouvement était réversible, mais en plus, hein, il y a un changement d'organisation où vous allez passer vers du DevOps de plus en plus. Mais en plus, vous allez avoir, enfin, la surface d'attaque augmente et les attaquants sont d'autant plus agités. Alors, les attaquants peuvent être soit des gentils hackers, ça c'est quand même pas la majorité, soit plutôt des organisations mafieuses, ça déjà il y en a beaucoup plus, soit carrément les États. Et puis les budgets des États, hein, les 7 plus gros budgets d'espionnage, c'est dans l'ordre et dans la joie, c'est les USA, le deuxième c'est la Chine, le troisième c'est la Russie, le quatrième c'est Israël, le cinquième c'est la France, le sixième c'est les Allemands et le septième c'est les Anglais. Donc, si tout ce monde-là met de l'argent sur la table, ce n'est pas juste pour mettre de l'argent et perdre leur argent. C'est bien parce qu'ils en font quelque chose. Alors, pourquoi un WAF en mode SaaS? Pourquoi avoir de la sécurité applicative en mode SaaS? Ben, la première chose, c'est que vous avez beaucoup de nouvelles attaques qui ciblent la couche applicative. On a vu que 2 tiers, c'était des squares d'injection, mais en réalité, il y en a bien d'autres. Et surtout, les plus dangereuses, c'est les zero day, c'est-à-dire les attaques qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut que votre protection applicative vous permette de vous protéger contre les attaques inconnues. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mécanismes qui permettent de les trouver. La deuxième chose, c'est que la transformation digitale va favoriser la surface d'attaque. Ben oui, plus je déploie d'applications dans le cloud, plus forcément j'augmente ma surface d'attaque. Le troisième sujet, c'est comme vous n'avez pas suffisamment, les RSSI veulent avoir une visibilité sur le trafic applicatif. Et de plus en plus, il y a des applications qui se déploient où ce n'est pas forcément le SI, enfin, le système d'information, la DSI, qui maîtrise le déploiement en question. Ça peut être la direction de la communication qui met en place un site web de communication ou pour un événementiel. Attendant, vous êtes toujours aussi responsable, surtout s'il y a des données personnelles. Mais ça peut être aussi la direction commerciale qui le fait ou ça peut être d'autres services qui le font indépendamment. Alors, le RSSI il est toujours responsable à la fin. Et donc, il faut qu'il ait une vue globale de ce qui se passe en matière de sécurité. Ce n'est pas forcément le cas. Et puis, dernier point, c'est que les équipes opérationnelles gèrent déjà beaucoup de technologies et elles ne peuvent pas tout maîtriser. Donc, avoir un WAF en mode SaaS, ça permet aussi de répondre à ces problématiques-là. Donc ça, c'était extrêmement générique. Alors maintenant, on va faire un focus sur la partie réglementation autour du cloud. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont bougé. Alors, un petit rappel sur ce qu'est une loi extraterritoriale. Une loi extraterritoriale est une loi qui dit que pour une société dont le headquarter, on dit ici les USA, est donc aux USA, en activant soit le Patriot Act, soit le Cloud Act, le gouvernement de ce pays a la capacité à aller avoir accès à toute donnée qui se situe sur son territoire ou sur un autre territoire autre que les USA. Donc, je suis une société américaine, mon headquarter est aux États-Unis, j'ai un data center en France. Au titre du Patriot Act, on me demande d'avoir accès aux données, eh ben, je dois donner, moi, en tant qu'hébergeur américain, l'accès aux données sans prévenir d'ailleurs le client. Pour le Cloud Act, c'est à peu près sensiblement la même chose. Alors, le Patriot Act, c'est pour le terrorisme. Hein. Le Cloud Act, c'est sensiblement la même chose, mais cette fois-ci dans le cadre d'une enquête judiciaire. Alors là, c'est un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire que le juge peut soit dire oui, j'autorise l'hébergeur à informer le client, soit il lui dit non, je ne t'autorise pas à informer le client et le client n'est pas consulté. Alors, je donne un exemple fictif, hein, mais qui pourrait être très réel. Je suis une société allemande, je suis Siemens, je construis un pipeline en Russie et puis j'ai utilisé le dollar à un moment donné pour payer. Mais la justice américaine peut se saisir, parce qu'elle a utilisé le dollar, hein, peut se saisir et dire ah mais moi je considère que ça c'est une grave atteinte à mes lois, parce que vous avez utilisé, en plus ayant utilisé le dollar, c'est une grave atteinte à mes lois, et donc je considère que je dois avoir accès aux données de Siemens qui a stocké ces données, imaginons, dans un data center en Allemagne cette fois-ci, concernant le pipeline. Et ils peuvent se servir de ça comme élément de preuve. Donc, voilà, c'est ça que ça veut dire, ces deux lois-là. Donc, il faut bien comprendre ce que ça raconte. Et ce n'est pas parce que votre data center est en France ou en Allemagne que vous êtes protégé contre ces lois. Absolument pas. Il faut que le headquarter de la société ne soit pas dans un des pays touchés par ces lois. Alors, les lois extraterritoriales, elles sont
Les USA, bon, c'est le plus gros, hein, évidemment, elles y sont en Chine, en Russie ou en Israël, entre autres. Il y en a d'autres. Au niveau de l'Europe, il y a un accord extrêmement, il y a un arrêt extrêmement important qui est paru en juillet 2020, qui est l'arrêt Schrems 2. Schrems, du nom de Max Schrems, qui a porté le fait d'invalider le Privacy Shield, qui précédemment permettait de dire que grâce au Privacy Shield, les données hébergées aux USA ont le même niveau de sécurité concernant RGPD que si elles étaient hébergées en Europe. Donc ça, c'est terminé. Et la Cour européenne de justice a invalidé le Privacy Shield et en utilisant même pas Cloud Act et Patriot Act, mais en utilisant deux autres lois américaines qui d'ailleurs existent depuis bien plus longtemps, qui est le FISA pour les données stockées, les Executive Orders 12333 pour les données en transit. Et ça, ces deux lois autorisent le gouvernement américain à aller prendre de l'information n'importe où dans le monde, toujours, hein, une histoire de loi extraterritoriale, à des fins de renseignement. Alors là, il n'y a aucune justification à donner, aucun juge à mettre en route, pas besoin de savoir si c'est du terrorisme, je veux faire du renseignement, je vais prendre l'information et terminer. Et donc, ça, c'était la raison pour laquelle la Cour européenne de justice l'a invalidé, hein, le Privacy Shield, mais elle a surtout dit, vous devez impérativement mettre des mesures de sécurité additionnelles dans votre contrat que vous signez avec votre hébergeur touché par une loi extraterritoriale. Pas que les États-Unis, hein, n'importe quel pays qui a des lois extraterritoriales. Et il dit, vous devez en plus dans votre contrat, vous devez avoir un contrat spécifique qui dit quelles sont les mesures de sécurité additionnelles que vous mettez en œuvre et acceptées par l'hébergeur. Sauf que, ça c'est ce que dit l'arrêt, maintenant, comment d'un point de vue concret ça se passe? Alors, le DPB, qui est l'European Data Protection Board, qui est la réunion de l'ensemble des CNIL européennes, a sorti une première FAQ très très générique en juillet 2020. Donc elle dit il faut réévaluer les causes contractuelles, enfin il faut utiliser les causes contractuelles type, qui est un type de contrat prévu par l'Union européenne. Il faut vous appuyer là-dessus, mais il ne dit pas quelles sont les fameuses mesures de sécurité à définir. Et aujourd'hui, les CNIL, toutes les CNIL travaillent à sortir cela. Donc elles ont sorti en Q3 2021, donc Q3 ça veut dire là maintenant. Elles ont sorti une deuxième FAQ un peu plus précise, mais ça reste toujours encore un peu vague. Et par contre, grosso modo, elles ont pour objectif de sortir en 2022, probablement mi-2022, la CNIL française, mais comme les autres CNIL européennes pareil, hein, une doctrine sur Schrems 2, c'est-à-dire quelles sont, d'un point de vue technique, les mesures de sécurité additionnelles à mettre en œuvre pour être conforme à la réglementation sur les données personnelles quand je vais héberger dans un cloud public. Et donc, ils vont édicter un certain nombre de règles sur le sujet et on va voir qu'est-ce que vous avez comme solution potentielle, sans parler de technologie, hein, mais quelles solutions potentielles vous avez, qu'est-ce qui vous permettrait de l'être et de ne pas l'être. Parce que bon, évidemment, on échange avec eux de manière très régulière, le sujet nous intéressant, un tant soit peu. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Et en France, d'ailleurs, la DINUM, qui est la direction informatique interministérielle de l'État, donc qui touche tous les ministères et toutes les agences ministérielles, a sorti une directive, une circulaire, ça s'appelle. Et cette circulaire dit interdiction de mettre des données de l'État, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sur Microsoft 365. Et vous êtes prié soit d'aller vers le data center de l'État qui est CHAPS, de mémoire, enfin les deux data centers de l'État, soit, ça c'est la messagerie qui est dessus, pardon, soit les deux data centers de l'État, soit vers des hébergeurs qui soient comment dirais-je, conformes aux lois GDPR. Donc vous voyez que c'est en train de bouger et ça va bouger très fort. Et quand la CNIL va sortir son guidelines mi-2022, la politique de la CNIL en matière de guidelines, c'est le suivant. Tant que je n'ai pas sorti un guide, guidelines, je ne sévis pas. À partir du moment où je sors un guide, je sévis. Donc là, ils ont sorti un guide sur les cookies, ils ont sorti un guide sur la rétention des données, ils ont commencé à sévir. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, la CNIL est quand même dans une démarche très, comment dirais-je, de conseil à la base. Hein. Son objectif, c'est pas de taper. Hein. Elle va d'abord conseiller avant de taper. Hein. Elle va d'abord dire, il y a un problème, je te laisse du temps pour le régler, avant de vous mettre une amende. Par contre, si vous n'avez pas réglé, elle vous met une amende. Et elle fait quand même 3000 contrôles par an et 300 contrôles approfondis, pour donner une idée du nombre de contrôles qu'elle fait. Alors, d'un point de vue technique, qu'est-ce que vous pouvez faire et pas faire pour être conforme? Finalement, il y a trois solutions. Première solution, je suis sur site. Je suis sur site, je mets en place mes infrastructures, ma sécurité, j'ai une PSSI mise en place, authentification, transport de données chiffrées, infrastructure de sécurité. Là, vous êtes protégé, pas de problème, GDPR, vous êtes conforme.
Deuxième cas de figure, je vais déployer cette fois-ci des bases de données dans le cloud. Un cloud public, s'entend, hein, j'entends. Et dans ce cas-là, vous avez deux cas de figure. L'hébergeur appartient à l'UE, ça veut dire que son data center est en UE et son headquarter, son siège social est dans l'UE. Ou l'hébergeur est non-UE, ça veut dire qu'en réalité, son siège social n'est pas dans l'Union européenne. Vous prenez un WAF comme le nôtre, qui est un WAF, imaginons, européen, dont le headquarter est en Europe, et votre hébergeur est dans l'Europe, tout va bien, vous êtes conforme. Si par contre, vous prenez un WAF comme le nôtre qui est conforme d'un point de vue WAF, mais votre hébergeur pour une base de données est non-UE, bah, vous ne pouvez pas être conforme, et ce pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est impossible d'aller chiffrer une base de données. Alors, la chiffrer au repos, c'est possible, mais la chiffrer en mémoire, c'est ce qu'on appelle protection contre le service, c'est impossible. Donc, vous ne pouvez pas être conforme. Deuxième cas de figure, bon, évidemment, j'ai un WAF non-UE et j'ai un hébergeur UE, bah, je ne suis toujours pas conforme. Hein, imaginons, je vais prendre un bon exemple bien classique. Hein, je mets mes données chez un hébergeur, imaginons, je ne sais pas, Equinix, qui pour le coup est, il me semble, européen. Son siège social est non, siège social de Equinix, c'est pas le cas. Imaginons Outscale, voilà. Je mets mes données chez Outscale, je suis sûr que le headquarter est en France. Et puis, je prends un Imperva devant. Voilà, vous n'avez aucune chance d'être conforme parce que, comme on est un reverse proxy, le reverse proxy, il va ouvrir le flux, et ben, je vais voir les données. Et puis, évidemment, si les deux sont non-UE, vous n'êtes pas conforme. Après, il y a un cas de figure, c'est identique pour les documents, sauf dans un cas de figure, il existe des solutions qui permettent de chiffrer les documents dans Office 365, imaginons, je vais prendre un cas comme ça, de chiffrer les documents dans Office 365 tant au repos contre le service. C'est-à-dire que c'est chiffré à la fois quand c'est stocké, c'est chiffré à la fois quand c'est en mémoire. Et il y a un cas de figure où vous pouvez échapper à toutes ces problématiques, c'est si toutes vos données sont totalement anonymisées et pseudonymisées. Donc, ça veut dire qu'au niveau du développement, vous avez complètement anonymisé et pseudonymisé vos données. Auquel cas, vous vous affranchissez complètement des deux discussions, des deux points que je viens d'évoquer juste avant, là, dans les tableaux en bleu et gris. Par contre, n'oubliez pas que les IP et la géolocalisation doivent aussi ne pas être visibles parce que c'est considéré comme la donnée personnelle au sens GDPR. Voilà. Ce slide fourni, mais en tout cas très synthétique, vous permet de vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour être conforme GDPR et une palette. Pas spécialement au niveau du WAF, hein, ce que nous on propose, hein, des Web Application Firewall, mais globalement au niveau du cloud, que ce soit de la base de données ou du document. Le slide est très simple, mais il a l'avantage d'être très précis. Et pour le coup, validé. Hein, c'est-à-dire que on a échangé ce slide avec la CNIL, on a échangé ce slide avec l'ANSSI pour être sûr que ce qu'on raconte est bien à la pointe du sujet. Alors, les sanctions, quand même, retenez quand même que le fait que vous ne respectiez pas les transferts de données personnelles, notamment hors UE, c'est quand même sanctionnable par 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de la société. Au plus fort des deux, en réalité, ils font. Hein. Donc, ça va assez méchamment. Hein. Aujourd'hui, il y en a qui ont pris, hein, enfin, personne n'a pris 4% de son chiffre d'affaires mondial pour le moment, mais des amendes à plus de 20 millions, il y en a eu hein, quand même. Hein. Il y en a eu 2 en France hein, pour le moment. Donc, voilà. Et en Angleterre, il y en a eu celle à 22. Par exemple, au Portugal, la CNIL portugaise a interdit à l'INSEE portugaise d'utiliser justement un WAF en mode SaaS non européen. En lui disant tu ne peux pas assurer la garantie de GDPR. Et si tu le fais, je te mets l'amende. Bon, ils sont calmés, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est vraiment un sujet qui aujourd'hui va devenir, qui aujourd'hui était un peu lointain en 2018. Là, en 2022, 4 ans après, ça devient vraiment une réalité. Alors, qu'est-ce qu'un WAF en mode SaaS? C'est quoi l'intérêt d'un WAF en mode SaaS? Bah, c'est tout simplement, vous allez avoir la sécurité d'un WAF, le tout sans vous avoir à vous préoccuper des infrastructures. Il y a des politiques de sécurité automatisées qui sont, je dirais, génériques, mais en tout cas automatisées, 3 niveaux plus ou moins élevés. Et puis, vous avez aussi non seulement une protection contre les attaques applicatives, mais une protection contre le DDoS, tant réseau que applicatif. Donc, vous avez d'abord une protection DDoS en réseau et applicatif, puis une protection contre toutes les attaques applicatives, ce qui permet de couvrir le champ des possibles de ce qu'on a évoqué avant. Et puis, l'autre intérêt de ce genre de solution, c'est que vous avez une souscription à l'usage de manière extrêmement simple, nombre d'applications, enfin nombre de FQDN pour être précis, et à côté, nombre de quantité de bandes passantes. Plus simple que ça, c'est difficile. Et dans notre cas de figure, on a une solution de confiance, 100% hébergée en Europe, avec
une société dont le headquarter, dont le siège social est en Europe. Et à partir de là, on peut être conforme GDPR. Et by the way, nos solutions WAF sont en cours de recertification par l'ANSSI. Donc, pour la France, on a bien un niveau de sécurité encore plus élevé. Alors, la question aussi, c'est cette plateforme est-elle disponible? Alors, on assure un niveau de disponibilité de 99,95. Juste pour vous donner un exemple, Salesforce, société extrêmement connue, américaine pour le coup, dans ses contrats, indique une disponibilité de 95%. Donc, dans notre cas de figure, nous, c'est 99,95 eu égard au type d'application qu'on a derrière. On a des sites web derrière, forcément. Et puis, par ailleurs, on a suffisamment confiance dans nos SLA pour expliquer qu'on accepte des pénalités qui sont à 5% de l'abonnement mensuel pour chaque heure d'indisponibilité, plafonné à 100% de l'abonnement mensuel. Donc, on a une réelle confiance dans dans nos SLA et puis dans la capacité à les tenir. Alors, évidemment, l'intérêt de ce genre de choses, c'est aussi de réduire les coûts totaux de possession. Tout simplement, pas parce que vous avez, on mutualise les coûts d'infra, forcément, notre data center est en Europe, et même en France, en l'occurrence, avec des sites redondés. Vous pouvez évoluer instantanément, évidemment, vous pouvez augmenter la charge quand vous en avez besoin, parce que, imaginons, vous êtes un e-commerçant et vous avez des pics au moment de Noël, c'est un peu à la mode. Évidemment, on traite le top 10 OWASP, mais ça, c'est comme tout le monde, mais on va aussi beaucoup plus loin. C'est-à-dire que notre système est capable d'avoir des moteurs de sécurité dans les politiques de sécurité les plus avancées chaînées et qui font que vous avez un niveau de sécurité extrêmement important, en particulier quand il y a du double encodage. Et puis, vous profitez d'un déploiement immédiat. Alors, on va vous donner deux cas d'usage. Premier cas d'usage, on prend un CHU d'un DomTom en l'occurrence. Et ce CHU du DomTom a 3000 agents, ils ont une centaine d'applications. Il faut savoir que les hôpitaux, aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on appelle l'hôpital numérique, les hôpitaux s'ouvrent de plus en plus avec des services web ouverts aux clients. Alors déjà, par exemple, la prise de rendez-vous, la fourniture des résultats d'examen ou la capacité du client à accéder, du patient, excusez-moi, à accéder à son dossier médical, le DMP, dossier médical personnalisé. Et donc, ça fait que de plus en plus, des applications web au niveau des hôpitaux apparaissent. Et donc, il faut se protéger. Et en fait, le temps où un hôpital avait un système d'information extrêmement étanche vis-à-vis de l'extérieur, c'est fini. Et puis, en plus, les hackers adorent attaquer les hôpitaux, les hackers étrangers. Et donc, on a mis en place chez eux un Respiratory Protector, sans application, 3 jours d'accompagnement pour faire ça. Donc, eux, c'est sans service managé. Et puis, on en a un autre, qui est un acteur majeur du leasing automobile. Donc, vous n'en avez pas 42 en France. En l'occurrence, c'est même le deuxième ou troisième acteur européen. Ils ont 1,2 million de véhicules quand même. Plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 000 employés. Donc, ils sont beaucoup plus gros que le CH dont on parlait avant. Et eux, ils avaient une solution sur site, qui était d'ailleurs mise en mode non bloquant, comme on dit, ça ne les protégeait pas. Et ils cherchaient une solution où ils n'avaient rien à faire eux-mêmes, sans avoir à gérer quoi que ce soit, notamment les faux positifs, parce que c'est quand même la chose la plus importante dans les WAF à gérer. On va en parler après. Et ils voulaient une solution qui fonctionne en mode blocage et dont il n'est rien à faire. Et donc, ils ont pris notre solution, ils l'utilisent depuis 3 ans avec AntiDDoS réseau applicatif pour 1200 applications. C'est un énorme sujet. Et by the way, ils économisent aussi de la bande passante parce qu'avant, ils avaient beaucoup de consommation de bande passante du fait justement qu'ils étaient en mode non bloquant et que tout passait et donc ça engorgeait leurs infrastructures. Donc, pour donner 2 exemples, là, on en a pris un gros. L'hôpital, il est beaucoup plus petit, mais on en a encore des beaucoup plus petits. On a même des associations avec un site web tout seul dans un coin. Donc, il y a vraiment toute taille, franchement. Quel fonctionnement? Tout simplement, vous faites une redirection DNS de votre site vers nous. Voilà. Donc ça, le setup initial, franchement, c'est 10 minutes. Setup initial, on va voir la suite. Et ce que je vais vous expliquer là, après, c'est valable pour tous les WAF dans le cloud. Ce n'est pas que nous. Donc, setup de la direction, on fait les montées de version, on a les politiques de sécurité générale. Et par contre, la gestion des faux positifs, c'est ce qu'on va voir dans le cas des services managés, soit prise en charge par vous-même, soit prise en charge par vos partenaires. Les niveaux de sécurité, il y en a 3. Il y a un niveau qu'on appelle standard, avancé, élevé. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus j'ai un niveau de sécurité élevé, plus j'augmente mes faux positifs. C'est-à-dire les cas de figure où quelqu'un est indûment bloqué par la politique de sécurité. Et plus j'impacte potentiellement, pas tellement les performances de l'application, mais plutôt j'impacte le fait que des clients sont bloqués. Donc, il faut gérer les faux positifs, c'est un point important. Vous allez avoir des tableaux de bord. Alors, vous avez plein de tableaux de bord, nombre de requêtes, indicateurs de performance, de sécurité, enfin, vous en avez plein.
Et puis, vous avez des rapports de ce genre, par exemple, qui vous donnent pour un site ou pour tous vos sites, c'est quoi les types d'attaques que j'ai pris. Et puis après, vous avez le détail que vous pouvez avoir dans les logs, que vous pouvez injecter dans votre SIEM si vous le souhaitez. Mais bon, juste pour donner quelques exemples. Alors, quel est l'apport des services managés? Aujourd'hui, quand on met en place une application, une sécurité applicative, on a fait le redirectionnement DNS et souvent le discours commercial ou marketing est de dire « Ah, mais ça va marcher tout de suite, ne vous inquiétez pas ». La réalité est quand même un peu plus complexe. Pourquoi? J'ai, imaginons, une dizaine de sites web. Il va peut-être falloir s'assurer que mes 10 sites web ne génèrent pas plein de faux positifs. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle la gestion du build. Je prends ces applications, je les mets en mode silencieux au départ pendant, imaginons, une dizaine de jours. Je regarde ce qui passe comme trafic et je vais trouver des faux positifs qui vont être analysés. Et puis, je vais adapter les politiques de sécurité. Et puis, une fois que c'est adapté, je vais passer en mode bloquant où j'accepte dès le départ, parce que j'ai très peur des attaques, je me mets en mode bloquant. Il y a des gens qui vont être indûment bloqués, mais je les vois bloquer. Et donc, en l'occurrence, je vais adapter mes politiques de sécurité. Et ça, vous êtes obligé de le faire, quelle que soit la solution que vous choisissez. Nous ou un autre, c'est pareil. C'est-à-dire, la qualification des applications à déployer pour assurer qu'il y ait peu de faux positifs doit être faite quoi qu'il arrive. Après, vous avez, une fois que c'est buildé, c'est-à-dire la phase initiale où vous avez qualifié vos applications pour qu'elles génèrent peu de faux positifs, vous allez avoir le run. Bon, là, en gros, c'est la gestion des politiques de sécurité, l'analyse des journaux de sécurité, la gestion quotidienne des faux positifs. Il y en a toujours qui vont arriver, parce que vous allez modifier vos politiques de sécurité. Les demandes d'accès, c'est-à-dire que c'est quand quelqu'un dit je suis bloqué, mais non, je veux quand même vraiment accéder. Ça s'appelle une access request. Et dans ce cas-là, l'access arrive chez vous et puis vous dites lui c'est légitime, c'est pas légitime. Il faut bien quelqu'un pour le faire, quoi. Il faut bien un humain derrière pour le faire. Et puis vous allez avoir surtout, c'est le point important, la requalification des applications mises à jour. Imaginons vous avez un site web, votre site web est mis à jour une fois tous les 10 ans, ce dont je doute, sinon vous ne seriez pas en train de faire du cloud, ou il est mis à jour 2 fois par an, ou il est mis à jour 20 fois par an. Ça dépend comment vous êtes en train de faire. Et plus vous allez vers des modèles DevOps, plus vous allez aller vers du 20 fois par an plutôt que vers du 2 fois par an. Et puis, vous avez besoin des rapports de sécurité, ne serait-ce que pour montrer à quoi sert votre solution. Et ce service managé, tout ça, c'est fait en 5 sets, ce que je viens de dire. Le build initial, puis la gestion du run. Et puis, en 24/7, on gère les tickets de support dit P1, c'est-à-dire les priorités vont de 1 à 4. Un P1, c'est un incident qui bloque la production, c'est-à-dire la production de Cloud Protector, pas de votre application. Nous ne gérons pas votre application, nous gérons Cloud Protector. Si Cloud Protector est bloqué en production, quel que soit le timing, c'est dimanche, il est 23 h, vous ouvrez un call au support et on regarde ce qui se passe pour faire en sorte que ce ne soit pas nous le problème, quoi, concrètement. Voilà. On ne peut pas faire des services managés dans ce domaine-là sans avoir ça. Alors, si on regarde un peu plus en détail, c'est quoi une phase de build? Je vais d'abord déployer en mode standard, c'est comme ça qu'on fait. On déploie d'abord en mode learning, c'est-à-dire en mode transparent, en mode je ne bloque pas, on regarde le trafic, on regarde les alertes, on traite les exceptions, on les valide avec vous, les exceptions générées. On fait un test d'acceptation avec vous pour être sûr que vous êtes d'accord que les faux positifs qui vont rester résiduellement ou s'il n'y en a plus, vous êtes bien d'accord avec ça et on passe en mode bloquant. Ça, on fait ça pour toutes vos applications. Vous avez une, vous en avez 20, il y en a 20, il y en a 30, il y en a 30. C'est donc que vous avez. Et puis après, on passe en mode run. Là, en mode run, vous avez les rapports mensuels de sécurité, les traitements des requêtes de demande d'accès, la gestion des faux positifs au quotidien et surtout, le plus important, c'est la mise à jour de l'application, des applications. C'est-à-dire, quand vous allez sortir une nouvelle version de votre site web, la probabilité de chance que vous génériez des nouveaux faux positifs, elle est élevée. Donc, il faut requalifier l'application. Et donc, on le refait dans le cadre du run. Et fonction du nombre de fois que vous allez faire les nombres de mises à jour par an, par application, on va avoir un niveau de service qui n'est pas le même, un prix qui est différent. Le modèle économique. Alors, sans rentrer dans des grands détails, on a 2 modèles. On a le modèle entreprise et le modèle business. Le modèle entreprise vous assure d'avoir toute la sécurité nécessaire. C'est vous qui choisissez le niveau de sécurité, soit standard, soit hyper avancé. Vous avez un site de base et vous avez 20 mégabits de bande passante. Après, c'est très simple. Vous nous dites, j'ai 10 sites de plus, on tarifie 10 sites de plus. Vous nous dites, je suis à 50 mégas, je vais vous monter à 50 mégas. Je suis à 100 mégas, je monte à 100 mégas. Et on parle, comme tous les autres, de clean bandwidth. C'est-à-dire que j'ai en trafic utile 20 mégas ou 50 mégas, mais si je me prends un anti-DDoS à 200 gigas, on traite l'anti-DDoS à 200 gigas. On ne va pas arrêter, on ne va pas vous dire « Ah non, il faut payer 200 gigas au global ». Donc, il y a d'un côté la bande passante, on va dire business, au sens opérationnel ou day-to-day, et puis de l'autre côté, vous avez quand vous prenez un anti-DDoS dans les dents. Et là, donc, le modèle est très très simple, nombre de sites bande passante, voilà. Et puis après, on a une version entrée de gamme
qui est sans anti-DDoS, pour le coup. Il y a des clients qui nous demandent. Et là, c'est avec une sécurité basique. C'est vraiment pour des tout petits sites web. Comment va se tarifer le service manager derrière? Très simple. Vous avez 100 € de service manager. Vous avez une phase de build initiale qui vaut 30%, donc ça veut dire 30 € sur les 100 €. Et puis après, vous avez une phase de run qui est un pourcentage de l'abonnement en fonction du niveau de service. Et on a 3 niveaux de service. Premier niveau, vous nous dites, moi, je veux juste les rapports mensuels et je veux vous traiter les demandes d'accès. Moi, je traite les faux positifs. Et les mises à jour, c'est mon problème. 56% de la souscription. Donc, si ça vaut 100, vous payez 56% par an. Deuxième cas de figure, on dit non, je ne veux pas gérer ça. Moi, je veux que vous vraiment fassiez un vrai service manager complet. Et donc, vous me gérez les faux positifs, mais par contre, j'ai moins de 2 mises à jour majeures par an et par application. Et dans ce cas-là, vous allez payer 98% de la souscription annuelle. Donc, vous allez payer 98 € de plus que les 100 € de la souscription pour le service de base classique. Et puis, vous avez le troisième cas de figure. J'ai beaucoup de mises à jour. J'en ai plus de 2 fois par an par application. Et dans ce cas-là, vous allez payer 140 € par an pour l'ensemble. Donc, imaginons l'ensemble de votre souscription sur Cloud Protector, c'est 100 €. Hein. Vous dites la première année, je vous dis je suis en tier 2, parce que c'est quand même la plupart des temps, c'est ce qui se passe. Hein. Vous allez donc payer 100 € chaque année de souscription du service. Puis, vous allez payer pour les services managés. Première année, 30 plus 98, 128. Et de plus des 100, donc 228 au total. Et par contre, l'année d'après, vous n'allez payer que le run. Donc, les 100 de souscription plus les 98 de run, 198. Donc, le modèle est extrêmement simple, extrêmement souple, extrêmement facile à comprendre et assure les services managés dans tous les sens. Donc, pour cette partie-là, moi, j'ai fini. Et je vais donc passer la main à M. Goran, qui va faire la partie démonstration, vous montrer quelle tête a l'outil et qu'est-ce que ça fait. Merci, Gilles. Ouais, donc rebonjour à tous. Donc, comme Gilles l'a expliqué, l'idée c'est de vous donner un overview sur cette console d'administration, de vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc ici, j'ai ce formulaire de connexion, d'authentification. Soit je peux mettre en place une authentification simple ou une authentification forte avec n'importe quel one-time password RFC compliant. Donc, sur cette page d'accueil, sur le développement de cette interface, l'idée principale reste vraiment la simplicité et d'avoir un outil qui soit épuré pour s'inscrire dans le prolongement de la philosophie du SaaS. On veut vraiment quelque chose de simple, un outil qui soit simple et vraiment facile à utiliser et à comprendre au quotidien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir l'ensemble du contenu de cette console. Donc, de gauche à droite, on a ces différents onglets bleus qu'on retrouve ici. Donc, les 3 premiers onglets sont en fait des tableaux de bord. On va retrouver vraiment cette simplicité. Donc, à chaque fois, je peux, sur mes différents tableaux de bord, afficher les informations concernant une application ou bien visualiser les informations concernant toutes mes applications. Je peux également, bien évidemment, sélectionner le scope, quelle est la période sur laquelle je souhaite afficher les informations. Et ici, je vais pouvoir, donc, sur ce premier tableau de bord, visualiser la quantité d'attaques et la volumétrie des requêtes, mais également le trafic économisé par la mise en cache. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très simple et épuré. À chaque fois, quand je passe mon curseur sur le graphique, j'ai un détail des différents pics. Donc là, on est sur un tableau de bord qui est un mélange de sécurité et de performance. Ensuite, j'ai un tableau de bord, un dashboard qui est optimisé, enfin orienté plus performance, où je vais retrouver donc de la visibilité sur la bande passante en nombre de requêtes. Encore une fois, j'ai un détail à chaque fois que je passe mon curseur sur le graphe. Les temps de réponse en millisecondes, ce qui est important aussi. Souvent, nos clients ont un manque de visibilité sur les temps de réponse. Donc là, ce sont les temps de réponse cumulés de bout en bout. Également, on va avoir de la visibilité sur trafic entrant, trafic sortant, les requests et les responses. Et encore une fois, donc le trafic économisé par la mise en cache. Troisième tableau de bord, orienté sécurité, comme son nom l'indique. Alors là, je reste volontairement sur une interface en anglais, mais vous avez bien évidemment la possibilité de l'afficher en français. C'est par habitude, je préfère l'interface anglaise, mais vous pouvez l'afficher en français sans aucun problème. C'est le slide que vous a montré tout à l'heure, Gilles. Donc là, j'ai toujours la volumétrie sur les attaques, mais en plus de ça, je vais avoir des codes couleurs par famille d'attaques. Donc ça me permet de voir en un seul coup d'œil quelle est la catégorie d'attaque qui cible le plus mes applications.
Donc, par exemple, là, je vois qu'il y a beaucoup de cross-site scripting. Donc, à chaque fois, quand je déplace mon curseur sur ce diagramme historique, à chaque fois, je vais avoir un détail sur les différents types d'attaques. Ensuite, dans cet onglet Account, Manage Account, donc ici, je vais pouvoir créer les différents accès pour mes administrateurs. Aujourd'hui, plusieurs administrateurs sont susceptibles d'accéder à la solution, à la console d'administration. Et donc, je vais pouvoir créer des accès pour mes différents administrateurs en leur assignant différents types de rôles. Soit j'ai un administrateur qui a les droits complets, que ce soit en lecture ou en écriture sur toute la console, ou bien je vais avoir un rôle qui me permet de donner uniquement des droits sur certains secteurs de la console, donc par exemple modifier du paramétrage sur les applications ou créer des exceptions pour adresser un faux positif par exemple, et sinon un type de droit en lecture seule qui me donne de la visibilité mais qui ne me permet pas de modifier du paramétrage au sein de Cloud Protector. Voilà. Ensuite, un onglet API Access, deux possibilités pour administrer l'interface web. Soit on passe par notre API, donc on met à disposition une API qui va vous permettre d'automatiser certains types de modifications de paramétrage au niveau de la solution de Cloud Protector. Donc ici, vous avez de la documentation pour bien comprendre comment fonctionne cette API et comment est-ce que je vais pouvoir effectuer des calls vers cette API pour l'utiliser. Ici, j'ai une URL d'accès pour accéder à l'API, bien sûr. Donc rapidement, dans cette documentation, ici à gauche, on retrouve tous les différents types d'actions que je pourrais effectuer en passant par l'API. Par défaut, tout ce que je fais sur l'interface web, je peux le faire en passant par mon API. Donc ici, par exemple, sur la gauche, je peux prendre un exemple. Ici, si je clique sur ajouter une exception, je vais avoir un détail de comment est-ce que je peux effectuer, faire mon call vers l'API pour pouvoir effectuer ce type d'opération. Donc j'ai vraiment un détail sur toutes les différentes actions que je peux effectuer en passant par l'API. Ensuite, bien évidemment, on a besoin de pouvoir authentifier donc ces calls à destination de l'API. Donc on va utiliser un système de clés d'API. Donc je vais pouvoir générer des clés avec différents types de rôles et autoriser différents types d'actions. Et donc cette clé va me permettre de signer en fait les calls et qu'ils soient authentifiés au niveau de l'API pour que l'API puisse les autoriser. Voilà, donc ces deux possibilités-là pour pouvoir. Alors, par exemple, si je souhaite, on peut tout faire, mais ce qui peut être intéressant souvent, c'est pour faire du partage de log. Par exemple, si je veux partager le log avec un CIEM, ensuite, cet onglet ici pour Manage Application, où je vais retrouver le listing de l'ensemble des applications qui sont publiées à travers Cloud Protector. Et c'est également ici que je vais pouvoir ajouter une application si je le souhaite. Donc ici, dans ce formulaire, je vais indiquer un label, donc un nom convivial. Ici, je vais pouvoir renseigner le FQDN de mon application. Ici, les éventuels alias. Et ici, l'URL du backend. Donc, à partir du moment où aussi je renseigne en fait un FQDN, automatiquement, le système va résoudre le FQDN et me proposer une IP publique ici pour la destination pour le backend. Une fois que j'ai donné ces renseignements-là, que je clique sur Set, je vais recevoir automatiquement un mail de confirmation de création de l'application. Et dans ce mail également, je vais retrouver toutes les informations pour mettre en place la redirection dont parlait Gilles tout à l'heure. Donc, un CNAME qui va vous permettre de modifier votre service DNS pour pouvoir rerouter le trafic au travers de Cloud Protector avant qu'il atteigne le backend, l'application. Alors, les audit logs, je vous expliquais que plusieurs administrateurs pouvaient accéder à la solution. Et donc, c'est indispensable d'avoir de la visibilité sur qui fait quoi à quel moment. Donc là, vous avez une visibilité complète sur les administrateurs qui sont connectés à l'interface pour voir un peu quelle est l'activité. Ces logs, par défaut, sont conservés pendant 1 an. Ensuite, sur l'onglet paramétrage, donc Settings, ici, j'ai un résumé de la configuration de toutes mes applications. Donc, par exemple, si je prends celle-ci, on retrouve une partie des informations qu'on a renseignées lors de la création de l'application, que ce soit le label, le FQDN, les éventuels alias, l'URL du backend, le CNAME pour la redirection, je le retrouve ici. Ici, je vois si jamais la redirection est effective. Est-ce que j'ai bien modifié mon service DNS? À ce moment-là, cette pastille est verte. On estime du coup que les flux sont bien sécurisés au travers de Cloud Protector. La date de création, le niveau de licensing dont vous a parlé Gilles tout à l'heure. Là, on est en enterprise, on est au niveau de licensing le plus haut. Si jamais j'utilise un Content Delivery Network en amont de Cloud Protector ici, la pastille qui sera verte. Ici, on me propose une mise en cache que je vais pouvoir activer par défaut. Je vais pouvoir la désactiver et la purger. Par défaut, cette cache est de 50 mégas. Ici, je vois si jamais mon application fonctionne en HTTPS, donc si les flux sont chiffrés.
Ici, je vois le niveau de sécurité. On verra tout à l'heure 3 niveaux de sécurité préparamétrés. Donc là, je vois que je suis en niveau élevé. Et enfin, le comportement du WAF. Là, on voit que je suis en mode report and block, un mode qui est plutôt dédié à une phase de run en production. Ensuite, sur la partie Security Configuration, là, je vais choisir une application. Donc, ici, forcément, si jamais on utilise le WAF, peu importe la localisation du WAF, hein, ça reste vraiment un point de rupture protocolaire. Donc, l'idée, c'est que si jamais mon application fonctionne en HTTPS avec des flux chiffrés, je vais porter au niveau du WAF les certificats. Donc, deux options. Soit j'utilise Let's Encrypt, ce qui va me permettre d'organiser automatiquement et gratuitement la rotation des certificats, ou bien je vais pouvoir manuellement ou via l'API, encore une fois, hein, uploader mes certificats clés privées et ma chaîne, autorité de certification, intermédiaire et route, et racine. Ensuite, je vais pouvoir ici configurer le niveau de sécurité. Donc, on retrouve bien ces 3 différents niveaux de sécurité préparamétrés. On est vraiment sur quelque chose de simple, hein, pour nos clients qui connaissent notre partie on-premise. Voilà, là, on est vraiment sur de la politique de sécurité préconfigurée, donc de très simple à mettre en place. Comme le disait Gilles, plus j'augmente le niveau de sécurité, plus je vais mettre en ligne des moteurs de sécurité avancés. Le revers de la médaille, toujours pareil, c'est que je vais augmenter la probabilité de générer des faux positifs. Donc, l'idée, c'est de jouer vraiment avec parcimonie entre le niveau de criticité de l'application et le niveau de sécurité qui sera configuré. Comme je dis souvent à mes clients, c'est un peu vulgarisé, mais ça sert à rien de mettre une serrure de coffre-fort sur la cabane du jardin. Donc, voilà, vraiment adapter le niveau de sécurité en fonction de la criticité de l'application. Ici, je vais pouvoir paramétrer le niveau le comportement du WAF. Donc, Gilles vous a explicité un peu les différentes phases de build et de run. Donc, sur une phase d'apprentissage, sur une phase de build, on va plutôt se concentrer sur les modes report and block ou bypass et report and do not block. Donc, l'idée, c'est d'avoir de la visibilité sur d'éventuels faux positifs et de pouvoir les adresser avec des exceptions avant de basculer sur une phase de production, sur un run et de basculer donc sur un mode report and block. Donc, j'ai ces 3 différents types de comportements que je peux paramétrer au niveau du WAF. J'insiste juste sur celui du milieu. Donc, ici, on va uniquement loguer, générer des alertes et on va présenter une page de blocage à l'utilisateur, mais qui contient un bouton de contournement, ce qui fait que lorsque l'utilisateur estime que c'est un faux positif qu'il est illégitimement bloqué, il va pouvoir forcer le passage de la requête et envoyer une alerte à l'administrateur pour lui dire coucou, je pense qu'il s'agit d'un faux positif, vérifier qu'il s'agit d'un faux positif et éventuellement créer une exception pour adresser le faux positif. Ici, alors, comme je dis souvent, tous les éditeurs, il n'y a pas de silver bullet, hein, tous les éditeurs ont leur propre source d'approvisionnement, leur propre CTI, Cyber Threat Intelligence. Donc, chez Rohde & Schwartz, on a nos propres sources, qu'elles soient publiques, privées ou gouvernementales, par exemple. Des clients peuvent avoir leurs propres sources ou peuvent souscrire à des offres venant d'autres éditeurs pour compléter, par exemple, les informations fournies par Rohde & Schwartz ou avoir des informations sur des applications métiers en interne que l'on ne connaît pas forcément. Donc, l'idée est simple. Si vous avez connaissance de certaines failles ou certains types d'attaques qui pourraient cibler vos applications, vous pouvez renseigner ici des patterns pour pouvoir protéger vos applications, patterns que vous allez créer à l'aide de regex. Les pages de maintenance, deux possibilités. Si vous souhaitez mettre à jour votre application, utilisez une page de maintenance par défaut ou une page de maintenance que vous pourrez créer, customiser de A à Z. Et même principe sur les pages de blocage, soit vous utilisez une page de blocage par défaut, ou bien vous pouvez créer votre propre page de blocage avec un logo ou une charte graphique particulière qui reflète votre entreprise, votre société ou l'application. Ensuite, le contrôle d'accès. Donc, 4 possibilités pour faire du contrôle d'accès, soit par adresse IP URI. Si par exemple, le scénario classique, hein, si jamais je souhaite restreindre l'accès à un /admin, comme expliqué ici, à certaines IP, aux IP des administrateurs, je peux le faire ici. Ou si simplement je souhaite blacklister une IP sur tout mon site, par exemple. Ici, je peux faire de la géolocalisation, donc donner l'accès uniquement à certaines parties du globe, donc que ce soit des continents, soit des pays. Je vais pouvoir aussi blacklister certaines sources, par exemple. Je vais également pouvoir faire de l'IP réputation. Donc là, via un partenariat avec Webroot et leur service qui s'appelle Bright Cloud, je vais pouvoir récupérer de la réputation concernant l'IP source de la requête entrante. Et donc, je vais avoir ici de la visibilité sur les différentes catégories de menaces que je vais pouvoir blacklister au besoin.
Et également, je vais pouvoir faire du rate limit. Donc, Gilles vous parlait tout à l'heure d'anti-DDoS applicatif. Donc là, ça consiste à limiter le nombre de hits par IP sur une certaine période. Et également, on va pouvoir limiter le nombre de pages d'erreurs présentées toujours par IP sur une certaine période. Une partie réécriture d'URL très classique, je vais très vite là-dessus. Donc, un chemin source et un chemin de destination pour réécrire un /tt en /toto, par exemple. Très classique. Une partie reporting, ici, je vais pouvoir générer de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle mes rapports et les envoyer par mail aux différents administrateurs. Une fois qu'ils seront générés et envoyés, je vais pouvoir les récupérer localement ici sous forme de fichier PDF. La partie logs, donc très important. Donc là, je vais pouvoir récupérer les différents logs par application, les logs de trafic ou les logs, ce qu'on appelle logs, ce sont les logs de sécurité. Je vais pouvoir les télécharger ici localement sous forme de fichier CSV. Ces logs, par défaut, sont conservés pendant 30 jours, quelle que soit la volumétrie. Et sur la partie Advanced Parameters, je vais avoir de la visibilité, la main sur mes ciphers et sur les protocoles autorisés. Donc là, par exemple, je vois que j'autorise, on peut utiliser de TLS du 1.0 ou 1.3. Si je veux être plus strict, par exemple, je peux tout à fait sélectionner du TLS 1.2 jusqu'au TLS 1.3. Donc voilà, protocole min, protocole max, et sur les différents ciphers. Et ici, donc dans cet onglet alerte, ce sont toutes les alertes qui remontent ici, ce sont celles qui sont générées lorsqu'un utilisateur va cliquer sur le bouton de contournement, que ce soit sur la page de blocage. Et donc, l'idée, c'est d'avertir un administrateur qu'il s'agit éventuellement d'un info positif. Et lorsque je sélectionne l'alerte qui est remontée et que je clique sur « Ajouter une exception », le système me pré-remplit l'exception. Donc voilà, j'ai quasiment rien à faire. Et sinon, si jamais je souhaite simplement créer une exception en partant de 0, je décoche l'alerte et je clique sur « Add exception » et je peux choisir ma méthode et bien évidemment le chemin. Une fois que mon exception est créée, je retrouve ici mon listing d'exceptions pour pouvoir les modifier ou les supprimer. Dernier point, donc on travaille depuis un moment sur une nouvelle interface. Donc vous pouvez y avoir accès ici. Donc dans l'interface historique, vous avez toutes les fonctionnalités. Dans la nouvelle interface, vous avez une très grosse partie des fonctionnalités. Il reste encore quelques points à finir de développer. Mais ce que j'aime bien dans cette nouvelle interface, c'est la visibilité au niveau des logs. Là, ici, je vais pouvoir visualiser mes logs de sécurité, mes logs de trafic directement, sans avoir à télécharger forcément un fichier CSV. Toujours, je peux ici filtrer. Et ici, je vais pouvoir du coup visualiser mes différents logs. Et si je clique dessus, j'ai un détail sur le log de sécurité et j'ai aussi le log de trafic associé. Voilà. Donc, je ne sais pas, Amaury, est-ce qu'on passe à la session questions-réponses? Est-ce que éventuellement certaines personnes ont des questions? Oui, alors on va passer, effectivement, on a eu pas mal de questions. La première, c'est bonjour, quel est le niveau de certification que vos pare-feux et WAF physiques et logiciels ont obtenu, par exemple, le AL4 ou AL4+. Alors non, les certifications EL3+, ou EL4+, sont principalement quand on veut avoir des données, qu'on a des flux qui sont soit diffusion restreinte, soit confidentielle défense. Et de toute façon, ces flux-là, ils sont destinés à rester en mode sur site. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, la certification qu'on a prise, c'est CSPN, qui assure que notre code est bien audité par l'ANSSI et qu'il a une cible de sécurité établie et qu'il a le bon niveau de sécurité. Parce que d'un point de vue commercial, c'est ce qui nous sert, quoi. Mais EL4+, et 3+, ça serait utile si on était, ce n'est utile que si on est sur site, parce que la loi interdit que de la donnée CD ou SD et même DR d'ailleurs, sauf du DR1, soit hébergée à l'extérieur. Donc non, on a du CSPN. On code certification. Merci Gilles. Comment pouvez-vous assurer que je serai conforme à RGPD? Eh bien, tel qu'on l'a précisé au départ, il faut que la société vous avez deux aspects finalement. Vous avez là où est votre site web et là où est votre sécurité applicative. Donc là où est votre site web, il faut, si vous avez des bases de données, soit impérativement c'est un hébergeur européen. Et si c'est avec des documents, vous pouvez avoir, même si ce n'est pas un hébergeur européen, de la donnée sécurisée correctement. Et puis après, au niveau de l'application la sécurité applicative, donc ce que nous sommes, hein, un Web Application Firewall, eh bien, il faut impérativement que votre partenaire, enfin que le partenaire que vous choisissez, ait son
son siège social en Europe et ses data centers en Europe. C'est assez simple. Ou alors dans un pays qui n'a pas de loi extraterritoriale, genre le Canada par exemple. Merci Gilles. Votre WAF est-il vendu en indirect via des MSP? Oui, notre solution est vendue en indirect via des MSP. Alors, on peut citer Fritel, on peut citer Outscale, on peut citer Claranet, etc. D'ailleurs, au passage, on peut aussi, si vous souhaitez tester la sécurité de vos applications, enfin de vos sites web, pardon, on propose gratuitement soit un scan passif, quel cas on va vous dire voilà, en fonction voilà les technologies qu'on voit, voilà les risques que vous avez sur ces technologies. Et si vous avez une politique de sécurité là-dedans, on ne le voit pas. Soit si vous nous autorisez par email à faire un scan actif, on peut voir, on le fait à chaque fois pour un seul nom de domaine, on peut voir si votre politique de sécurité, cette fois-ci active, donc avec vos WAF devant, comment elle vous protège. Et donc, c'est un de nos partenaires qui fait ça. On fait ça avec WAFshare de Claranet. Et ça donne une notation de A à F, et puis après, ça donne surtout le détail de pourquoi vous êtes F ou pourquoi vous êtes A étant le meilleur, F étant le pire. Donc, oui, on passe par des partenaires. Et si vous voulez faire du scan de vos… Parce que avant de se dire est-ce que je vais protéger, est-ce que je ne suis déjà pas protégé, quoi. Et si je ne suis pas protégé, là, on peut vous le dire de manière très précise. Merci Gilles. On va prendre une dernière question parce qu'on a un webinaire juste après en anglais. Bonjour, est-il possible de désactiver les moteurs de sécurité sur une URL spécifique? Ouais. Oui, bien sûr. Donc, par application, alors, désactiver, non. Alors, soit vous pouvez choisir je vous l'ai dit tout à l'heure, le comportement du WAF. Donc, si vous mettez en mode report only, donc du coup, vous désactivez tous les moteurs de sécurité. Donc ça, c'est une façon de faire. Et sinon, vous pouvez mettre le niveau de sécurité au plus bas avec une des 3 politiques de sécurité sur un niveau standard. Mais après, si jamais je veux vraiment désactiver tout et que le WAF soit transparent, entre guillemets, en termes de traitement au niveau des requêtes, je peux passer en mode log only, c'est-à-dire que je vais uniquement générer des logs, remonter des alertes, mais en aucun cas bloquer les requêtes de mes utilisateurs, qu'elles soient légitimes ou non, qu'elles soient… Très bien. Merci, messieurs, pour votre présentation. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce webinaire. J'espère qu'il a pu répondre à vos attentes. Vous allez recevoir après cette session dans l'après-midi un lien pour revisionner ce webinaire que vous pouvez partager. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un webinaire DevSecOps le 25 novembre. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.